Alors, pour conclure cet après-midi, on va avoir une intervention d'un monsieur de l'Est. Il a d'ailleurs dirigé Publicis pour l'Est. Il a créé ensuite The Connecting Place, une agence conseil en communication qui propose de faire grandir les marques qui font grandir leurs utilisateurs, leur communauté. C'est une plateforme de coworking. Et puis, il est aussi administrateur de l'Université de Haute-Alsace. Il enseigne la confiance et le doute, l'événementiel et le marketing dans le 2.0 auprès du Master 2 à l'Université de Strasbourg et dans les écoles privées. Et il va nous parler de retour d'expérience et gouvernance dans l'économie 2.0. J'ai le plaisir d'accueillir Gilles Auberger. Je vous en prie. Merci Marie-Caroline pour votre accueil. Merci Eric Hans pour votre confiance. Merci Alain Gérard Slama d'avoir eu la patience de rester pour écouter ce que j'avais envie de partager avec vous cet après-midi. Alors sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, j'ai pris le Petit Prince parce que je trouve que c'est toujours une évocation qui nous fait rêver. Bien public et leadership 2.0 et gouvernance. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec le 2.0 ? Qui se revendique du 2.0 aujourd'hui ? Parmi vous, qui peut dire « je suis », comme le témoignage de tout à l'heure, « je me sens réellement dans le 2.0 ». Bon, on va donc faire un tout petit exercice d'abord de ces biologies. Le 1.0, vous savez, c'est l'économie traditionnelle, celle dans laquelle nos parents, nos grands-parents ont grandi, ont construit des usines, qui ont construit des produits de grande consommation. Le 2.0, enfin, le 1.0 a donné lieu au web, le web 1.0 qui est né en 1996, qui était un web très descendant, qui n'appelait pas de retour possible. Et puis est né le web 2.0, et donc aujourd'hui on parle de l'économie du 2.0, qui est une économie totalement interactive, dans laquelle on parle aussi de social, local, mobile. Qui a moins de 30 ans dans la salle ? Petit exercice de détente avant d'aborder les quelques slides qui vont suivre. Alors, les femmes ne sont pas obligées de répondre. Qui a moins de 40 ans ? Juste, voilà. Donc, vous êtes en principe supposé comprendre le 2.0, mais je souhaiterais qu'on se quitte ce soir, tous bons amis, et qu'on soit tout à fait à l'aise sur cette notion. Qui parmi vous utilise Uber en tant que passager ? Uber ? Qui utilise Blablacar en tant que loueur? Qui utilise Airbnb en tant que voyageur? Non pas en tant que loueur. Ok, donc vous voyez que vous êtes encore très peu nombreux à être complètement accoutumés à cette notion, et c'est pour ça que je voulais vous proposer qu'on fasse ce voyage ensemble à travers le 2.0. Alors dans le 2.0, une présentation commence toujours par un état du statu quo, ou un état de la frustration du marché. Alors, on va venir très vite à notre sujet, mais avant, je voulais prendre quelques exemples d'entreprises, et on parlait de biens publics. Donc, quelques entreprises qui ont décidé de se lancer pour challenger, justement, un statu quo qui leur paraissait insupportable. Pour Steve Jobs, il pensait que l'homme est un créatif qui s'ignore, et que l'homme est né créatif. Vous savez, il existe beaucoup de livres sur maker, doer. L'homme est né créatif, mais la taylorisation, le fordisme, etc., ont coupé les ailes finalement de cet homme et ont saucissonné son métier. Et Steve Jobs pense que l'ordinateur peut être, on revient 20 ans en arrière, peut être le prolongement créatif de l'homme et lui rendre sa liberté créative. Franck Ribot, lui, dit, moi, le bien public, c'est demain, nos aliments doivent être nos premiers médicaments. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir trouver dans des aliments suffisamment sains, suffisamment suffisamment frais, suffisamment bien cultivés, bien partagés, pour pouvoir en faire effectivement notre premier médicament, et c'est comme ça qu'est née la notion de alicament. Toyota, lui, pense, depuis qu'il s'est installé en Europe, que la voiture peut aussi respecter la Terre, et Toyota a créé la pensée hybride. Au début, ça a fait sourire beaucoup de monde, et puis vous avez vu aujourd'hui, tous les constructeurs, enfin, je crois que ça n'échappe à aucun constructeur, ont tous hybridé leur gamme. Et finalement, Michelin, j'aime beaucoup Jean-Dominique Sénard, qui a une vraie pensée chrétienne et qui a
organiser son entreprise de façon extrêmement, justement, décentralisée, déléguée, par groupe, par équipe de 6 personnes, quel que soit le niveau hiérarchique. Je trouve que c'est une façon, effectivement, de déléguer les choses. Et donc, pour lui, le bien commun, c'est la voiture qui libère, finalement, l'homme, hein, puisqu'elle lui rend sa possibilité d'aller et venir. Et finalement, l'ADN de Michelin, c'est le progrès dans la mobilité, sans compromis. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc quelle est la frustration? Quelle est la frustration telle que moi, je l'ai ressentie avant de venir? Alors, j'ai une première réponse, si vous voulez, en tant que prof. Voilà mon quotidien. Mais je pense qu'il fait partie aussi de votre quotidien. Je rentre dans une salle et souvent je demande « Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre aujourd'hui ?» Et je n'ai pas plus de réponses. Alors je voudrais être sûr de pouvoir répondre à des questions que vous vous posez bien. C'est pour ça que je vais vous donner tout de suite mon SMS. Et si vous souhaitez poser une question, je vous demanderai juste d'être patient et de rester jusqu'à 18h15, Marie-Caroline, si je peux avoir mes 45 minutes. Mais j'espère retenir votre attention jusque-là. Voilà, donc c'était un peu ça, moi, ma frustration. Et finalement, est-ce que dans ce contexte, les outils du 2.0 n'accentueraient pas ce clivage? Alors, les clivages, vous en vivez tous les jours. Moi, j'en retiens quelques-uns, non pas entre les pauvres et les riches, mais plutôt entre les net-gènes, ceux qui sont à l'aise, qui sont nés avec la souris dans la main, et puis les autres. Le clivage entre la vie privée, la vie professionnelle et la vie socio-professionnelle, qui sont souvent mélangés. Le clivage dans les entreprises entre celles qui ont résolument décidé de se transformer et celles qui se sont sédimentarisées, parce que souvent dans les mains d'entrepreneurs de mon âge, quoi, donc qui sont dépassés par ce qui vient d'arriver. Le clivage entre complexe et compliqué et le clivage entre transhumanisme. Alors, effectivement, on parle beaucoup de transhumanisme aujourd'hui. Le digital, le 2.0, on parle même de 3.0, de 4.0, va amener l'homme éternel, enfin peut-être, en tout cas c'est dans le rêve de certains Californiens. Moi, je ne crois pas du tout à cette... et je ne défends pas du tout cette optique-là. Hein. Quand je parle de 2.0, je préfère dire vivons confortablement nos 82 années, c'est-à-dire utilisons le 2.0 effectivement pour vivre bien, pour vivre mieux, mais pas forcément beaucoup plus longtemps. Mais il existe aujourd'hui 2 débats sur ce sujet. Alors, premier constat préalable, il y en aura 3, on court tous après le sens, hein, je crois que ça a été le sujet de cet après-midi, puis c'est monté en crescendo, c'était très intéressant, vraiment. Pas forcément dans le même sens d'ailleurs, et certainement pas à la même vitesse. Madame Michu, alors là j'ai juste voulu vous rappeler la pyramide de Maslow, hein, vous la connaissez tous évidemment, et la pyramide de Maslow, bah, c'est d'abord la quête de sens. Hein. Je grandis si je donne du sens à ma vie, à ma consommation, à ma vie sur la Terre, sans forcément aller vers une religion ou vers la spiritualité. Je cherche du sens à ma vie. Le deuxième constat, c'est il y a une vraie prise en compte du bien public dans les entreprises depuis 1980. Moi, j'ai commencé en 80. J'ai commencé avec vous, j'organisais des concours de cuisine en restauration collective dans vos établissements pour le compte des produits laitiers, pour le CIDIL. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu une bascule. On sortait des 30 Glorieuses et on avait gouverné, le marketing était gouverné par 4 P. Le produit, le prix, la place, c'est-à-dire la distribution, et la promotion, c'est-à-dire la publicité. Pardon d'être un peu technique, vous allez voir, le sens va vite arriver, puisque en 80 est né un 5e P qui s'appelle, c'est des jumeaux, ça s'appelle People et Planète. Ça veut dire qu'on ne pouvait plus pratiquer un marketing, lancer un produit ou un service sans intégrer cette conscience humaine, donc people, planète, l'homme, le collaborateur, le client, etc., mais aussi la Terre. Finalement, le bien public de l'entreprise, je crois que c'est l'homme. Vous disiez tout à l'heure l'élève, l'étudiant, eh bien on n'est pas loin, puisque voilà, c'est l'homme qui est au centre. Alors on l'a un peu oublié dans les années, dans ces années glorieuses, hein, et on avait plutôt mis le profit au centre de nos préoccupations. Aujourd'hui, je crois que c'est d'abord l'homme. Et si on s'occupe bien de l'homme, alors on est forcément profitable. Donc, un 5e P est arrivé. Je voudrais vous présenter un tout petit film de 30 secondes, si la régie veut bien le lancer. Pardon.
pardon pour les âmes sensibles. J'ai rajouté ce film cet après-midi en vous écoutant. Je me suis dit que, j'avais envie de vous garder éveillé jusqu'à 18h15. Et deux, je voulais que vous voyiez, que vous compreniez qu'on n'avait plus le choix. Et que les entreprises cyniques qui décidaient de ne pas tenir compte de la planète, de ne pas tenir compte des ONG, des consommateurs, étaient vite rappelés à l'ordre. Je peux vous dire que depuis, c'est arrivé en 2010, ça s'appelle un fake. Vous savez, c'est un faux film qui a été tourné par Greenpeace et qui a été publié sur Internet. Il l'a annoncé très clairement. Il a dit « Je rentre en guerre contre Nestlé ». KitKat est produit par Nestlé, qui cyniquement avait répondu « Mais de toute façon, je suis leader mondial, je m'occupe de la santé des chiens et chats, je m'occupe des bébés très bien, etc. Je n'ai pas de leçons à recevoir ». Et 3 mois plus tard, devant la foule, effectivement, des internautes, etc., Nestlé a abdiqué, a dû signer un contrat par lequel il s'engageait à ne plus utiliser l'huile de palme de ce fournisseur qui déforeste les forêts. Bien. Donc, pour vous dire que le bien commun, on n'a plus le choix, on est obligé de l'intégrer. Et dernier constat, toujours dans le deuxième constat, pardon, plus récemment, un 6e P est venu compléter notre dispositif. Il s'agit de purpose. Et purpose, la traduction de purpose, c'est bien le but, la cause, le bien commun, le combat, l'enjeu. Voilà. Donc on est finalement assez proche. Et dans tout ce que j'ai entendu cet après-midi, j'ai vu des comportements d'entrepreneurs tout à fait en phase avec notre propre culture. Le 3e constat, La Fontaine avait dit « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». Dans les années publicitaires, c'était la raison du plus culotté. Aujourd'hui, c'est la raison du plus aligné. Alors, moi, je travaille beaucoup sur l'alignement des entreprises ou des marques. Donc, je pense mon métier sous forme d'un métier d'accordeur. Voilà. Et l'alignement, il passe par 3 pôles importants. Vous voyez, c'est quelques petites nuances. Alors, je vous offrirai le PowerPoint par l'intermédiaire de Eric Hans, bien entendu, si ça vous intéresse de garder, parce que j'ai essayé de mettre beaucoup de mots, parce que j'estime qu'aujourd'hui, on manque de mots pour nuancer ce qu'on veut dire. Et je trouve que ce why, cet accord entre le why, le how et le what est important. Le why, j'appelle ça l'ADN d'une marque, hein, et Franck Tapiro a dit, l'ADN, finalement, c'est l'authentique différence naturelle. Donc, c'est l'ADN d'un projet. Le why, c'est, vous pourriez dire, oui, c'est pourquoi. Non, c'est pourquoi. Pour quel monde meilleur? Vau-dessous, plutôt que Varum. What for? Donc, why est important, et c'est le plus difficile à exprimer. Ma marque aide les gens à accomplir quoi? Mon projet pédagogique aide les gens à accomplir quoi? Ensuite, le how, c'est mon excellence, ma radicalité, ma différence. Et là, on l'a vu au Québec, le how est extrêmement fort. Et je pense que chacun d'entre nous peut définir son how en fonction de sa propre sensibilité de manager ou de leader. Et le what, c'est ce que vous délivrez au quotidien. Et finalement, ce travail sur l'ADN, ce travail sur l'alignement, vous permet d'inspirer. J'aime bien le mot inspirer plutôt que influencer. Inspirer, c'est permettre aux gens d'agir par eux-mêmes. Influencer, il y a toujours un arrière-goût de manipulation. Inspirez votre communication, donc inspirez la viralité entre les élèves et leurs familles, entre les parents. Inspirez l'innovation, et puis inspirez les RH dans votre entreprise. J'appelle plutôt les RH plutôt que ressources humaines, je les appelle les richesses humaines au sein de votre établissement. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, je peux passer sur ce sujet, j'aide effectivement les managers et les start-upers à répondre à la question « Ma marque, mon projet aide les gens à accomplir quoi ?» C'est le point important et c'est aussi votre préoccupation. Moi, j'ai eu une chance en 2009, j'ai fait un coming out, j'ai quitté le monde du 1.0 et le monde de l'industrie cynique pour décider de repartir une 4e fois à zéro sur des convictions fortes qui étaient que finalement ce 2.0, cette digitalisation allait vraiment changer les choses et qu'il fallait s'intéresser au plus profond de l'homme. Et je crois qu'on n'a pas le choix, il faut d'abord aimer les gens.
On va y revenir tout à l'heure. Mais je pense que le marketing est un acte d'amour. Votre métier, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une vocation. Et la première chose qui vous meut, c'est cet amour des gens. Je pense que c'est important. Et je ne voyais plus la place de l'amour dans le métier que je pratiquais, ce qui était très confortable. Et j'ai décidé de le quitter pour reconstruire autre chose. Donc j'ai 4 enfants que j'aime, évidemment. Mon temps se répartit en 3 tiers. Un tiers j'apprends, un tiers j'investis, un tiers je conseille et un tiers je rends. Je suis engagé ici et là. Je suis marathonien. Je démarre au 14e kilomètre, c'est-à-dire à peu près maintenant. Je pense qu'on devrait commencer à pouvoir accélérer un peu le rythme. Voilà, j'ai l'âge de raison, j'ai 57 ans et j'adore l'Alsace parce qu'elle est dans le respect et l'innovation. Le respect, c'est l'altérité, c'est l'accueil de l'autre dans sa différence. Je trouve que c'est un point aussi très important, mais vous l'avez déjà pas mal développé cet après-midi. Voilà. Alors, je vous propose de visiter 10 paradoxes qui m'ont un petit peu secoué et qui ont fait qu'en 2009, j'ai décidé de faire ce coming out. Tout d'abord, juste pour avoir ensemble une vision un peu macro de l'évolution de l'économie, je vous propose 5 étapes que j'ai découvertes avec Jean-François Noubel récemment. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Vous vous souvenez, nos aïeuls donc, cultivaient les terres ou récoltaient des minerais. Donc on était dans l'économie de la matière première. Puis on est passé dans l'économie du produit. Vous comprenez, on a créé des usines, on s'est mis à transformer la matière, on a créé des compagnies. Vous savez, compagnie, ça vient de cumpadum, on partage le pain. En fait, les ouvriers venaient des campagnes, dans les villes, les usines étaient dans les villes, et travaillaient et partageaient le pain à l'heure du déjeuner. Donc on a créé des compagnies pour fabriquer des produits. Puis on est rentré dans un deuxième stade qui est l'économie des services. L'économie du service, c'est l'idée qu'un produit seul peut être pauvre et puis interchangeable, concurrençable. Donc on a rajouté des options et des services. Et on a créé autour du produit ce qu'on appelle un bouquet. Puis on est rentré dans l'économie de l'expérience. Donc on ne veut plus simplement un produit, un objet, un service, mais on veut vivre une expérience. L'exemple de Vélib, par exemple, vous n'utilisez pas simplement un service, mais ça vous permet de vivre quelque chose de beaucoup plus riche. Et puis la dernière étape, celle dans laquelle nous rentrons aujourd'hui, très intéressante, c'est l'économie de la transformation. C'est-à-dire, je ne pense plus mon modèle, que je sois prof, que je sois évidemment prof, que je sois marketeur, sans voir quel peut être l'impact transformant sur la personne qui va l'utiliser. Je ne fais plus juste un produit pour rendre un service à un instant T. Je veux que mon produit transforme profondément la personne qui va l'utiliser. Ça devient intéressant. Parce que ça veut dire qu'il faut que je mette du sens partout où je communique, partout où je produis, partout où j'innove. Premier paradoxe, donc, quel leader pour nos collaborateurs? On a beaucoup parlé d'autorité, donc j'ai passé vite. Effectivement, on est tous d'accord que l'autoritarisme a vécu. Ça a très bien marché à l'époque de nos grands-parents, très bien. Mais aujourd'hui, il faut être inspirant. Autoriser, c'est rendre l'autre auteur. Rendre l'autre auteur. Lui permettre de devenir acteur de sa vie, auteur, entrepreneur de son job. Voilà. Dans nos entreprises, ce qui est intéressant, c'est de permettre à chaque collaborateur d'avoir le sentiment d'être son propre entrepreneur. D'autant que l'autorité par le savoir, aujourd'hui, elle est complètement contestée, vous le savez. Hubert nous a montré, j'aime bien cette expression, la fin des rentes de savoir. C'est-à-dire que le comptable, le publicitaire, nous, on a été ubérisés il y a 20 ans dans la publicité. Mais les comptables, c'est en cours aujourd'hui. L'avocat, c'est en cours. Le notaire, ça va venir. Le banquier, avec les plateformes de crowdfunding, de financement participatif. Donc tous les métiers qui s'étaient construits sur des rentes de savoir se sont fait attaquer par cette ubérisation. Fin des rentes de savoir. Ben oui, on est dans un monde d'infobésité. On est dans un monde où les savoirs sont omniprésents. Le film le disait tout à l'heure, il suffit de se brancher au bon endroit pour récupérer des savoirs. Donc ce qui est important, c'est pas, pour les professeurs, ça n'est pas de partager un savoir avec autoritarisme, c'est d'aider à faire savoir, c'est d'aider à apprendre. Et puis, je pense, on en a un peu moins parlé cet après-midi, mais dans nos entreprises, en tout cas, les savoir-être sont les bienvenus depuis une dizaine d'années. Pendant longtemps, on laissait ses convictions religieuses, ses savoir-être
à la porte de l'entreprise. On nous demandait de venir apporter une prestation. Aujourd'hui, c'est souvent plus de 50% de la valeur ajoutée de l'entreprise, du collaborateur qui est dans son savoir-être. Donc place au savoir-être. Et là, les professeurs, on l'a dit tout à l'heure avec la morale, et avec un certain nombre de matières sur lesquelles vous pouvez les faire effectivement grandir, ben le savoir-être est un sujet très central. Alors, qui porte la transformation dans ce contexte où les rentes de savoir ne sont plus là? 3 pistes simplement. Chez nous, il s'appelle le CDO, Chief Digital Officer. C'est celui qui va s'occuper de la transformation digitale, qui va souvent être amené dans l'entreprise pour une mission courte de 18 mois ou de 2 ans, puis ensuite il retournera dans un autre métier. Donc c'est une mission temporaire qui doit nous permettre de digitaliser l'entreprise. Est-ce que c'est le CDI? Est-ce que c'est le DocPro? Est-ce que c'est vous qui savez dans votre entreprise, mais vous n'avez pas forcément le temps de porter ce travail de transformation, donc il faut trouver des personnes qui sont capables de le porter avec vous. Quel médiateur au sein de la classe? Avant de venir vous voir, j'ai posé effectivement des questions autour de moi. J'ai dit, vous pensez quoi de la classe de demain? On m'a dit, il y a des élèves qui sont plus doués et qui pourraient être d'excellents intermédiateurs aux côtés du professeur pour aider certains élèves à se mettre au niveau. Moi, c'est ce que je pratique en tout cas dans les classes les classes privées d'écoles post-bac dans lesquelles j'interviens. C'est-à-dire que je mets des élèves en tant qu'assistant prof pendant certains de mes cours. Et quelles alliances? Faut-il s'allier avec Microsoft? Faut-il s'allier avec Apple? Vous avez tous entendu qu'Apple proposait d'organiser des journées pédagogiques dans ses magasins. Je sais que c'est un sujet extrêmement sensible. Je dis juste qu'il faut trouver les bonnes alliances et savoir ne pas être dépendant effectivement de ces acteurs. J'ai regardé comme vous certainement ce que fait McKinsey en Belgique, ça fait très peur. Je trouve que voilà, McKinsey est en train de prendre une part très très importante dans les programmes pédagogiques. En même temps, il a une certaine compétence, mais je ne veux pas polémiquer. Je voulais juste ouvrir sur voilà, quelles intermédiations et quelles alliances. Alors, quelques signaux faibles avant de passer à la suite. Tout d'abord, en fait, on trouve un parallèle assez fort entre ce qui se passe dans l'école et ce qui se passe dans l'entreprise. Inviter tous les enfants à devenir des créateurs de projets de vie, imaginatifs, autonomes, conviviaux et polyvalents. J'ai trouvé ça effectivement dans des utopies éducatives, et dans nos entreprises, c'est exactement ça qui se passe. On invite nos collaborateurs, au-delà de leur travail, au-delà de leur mission, à être aussi des créateurs de projets de vie, à inventer l'entreprise différemment. Réformer, révolutionner. Jadis, c'était un endroit où l'enfant apprenait à connaître le monde. Maintenant, il apprend à piloter le monde, surtout avec ses 2 pouces. Vous connaissez tous l'excellent livre de Michel Serres, Petite poussette. Et dans l'entreprise, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil au sens où l'entreprise est le 2e endroit de socialisation, finalement. Vous disiez tout à l'heure, il arrive dans l'école, c'est le premier endroit dans sa vie où il va vraiment socialiser, devoir répondre à des règles de morale et des règles de conduite. Eh bien, l'entreprise, c'est aussi ce lieu de socialisation. Bon, c'est un athlète synaptique doué d'une curiosité inouïe. On nous a même dit que certains nouveaux développements synaptiques se sont produits dans les têtes de ces NetGen. Il y a une étude très très sérieuse qui montre qu'ils ont des synapses différentes. Il faut peut-être en tenir compte. Alors, au bout de 20 minutes assis, sa capacité de concentration est érodée. Figurez-vous que dans les entreprises, on fait de plus en plus de réunions debout ou de réunions en marchant. 1 heure debout, personne ne s'assied, comme ça tout le monde reste extrêmement... Vous savez qu'on est mieux irrigué aussi. Ou alors en marchant, 2 par 2. Et on revient et chacun débriefe sur l'expérience de l'autre. Voilà. L'ennui, quelle place donnons-nous à l'ennui? L'ennui... bien. Et quelle place pour le ressenti, l'émotionnel et le relationnel? Voilà, éduquer, c'est émerveiller les enfants, les parents, les proches. Donc ça, c'est quelques commentaires que j'ai trouvés sur lesquels je voulais simplement vous dire qu'il y avait une vraie homothétie entre le monde de l'entreprise et votre monde. Le deuxième paradoxe, avoir n'est plus la priorité, on est passé de la possession à l'usage. Nos parents sont construits sur cet avoir, sans doute parce qu'ils avaient manqué, nos grands-parents avaient manqué, parce qu'il y a eu la guerre.
Donc ce qui était important, c'était d'avoir, ensuite de faire et ensuite d'être. Aujourd'hui, renversement du paradigme. Ce qui est important, c'est d'être, puis ensuite de faire. Je vous ai dit, l'homme est un maker, et avoir est moins primordial. Alors, effectivement, ce qui est important, c'est de cultiver ensemble cet être et ces savoir-être. Oui. À vous de trouver le juste milieu, si vous voulez. Troisième paradoxe, le consommateur. Moi, on m'a appris dans les écoles de marketing que le consommateur, vous savez, c'était le destructeur final du produit. J'ai très peur. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Le consommateur, celui qui consomme le produit. Ben, le consommateur est devenu consomme-acteur. C'est-à-dire qu'il veut être acteur de sa propre consommation. On est dans, effectivement, l'intelligence collaborative. On veut consommer, connecter, collecter, côtoyer, co-créer, coproduire, être co-responsable, créer de la confiance ensemble. J'ai voulu citer ça pour vous dire, bah, oui, est-ce qu'il y a une piste qui consiste à co-créer certains programmes pédagogiques? Alors, vous essayez chacun, effectivement, des formules. Nous, dans nos entreprises, en tout cas, on ne conçoit plus un produit sans avoir une ouverture vers les consommateurs. On appelle ça l'innovation ouverte. Alors, on est en panne de mots. Ça, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Parce que sans les mots, c'est les guerres. Sans les mots, c'est la violence. On en parlait tout à l'heure avec le professeur Slama. Il me parlait d'un marin bègue, qui était à la fois bègue, qui n'avait pas les mots, et qui, finalement, n'avait plus que ses muscles pour pouvoir communiquer. Et finissait en bagarre. Alors, on est en panne de mots, on est en panne de nuances, et aujourd'hui, on parle souvent de projet, on parle de sens. Je pense que c'est important de pouvoir formuler un projet avec des mots simples, mais justes, qui vous correspondent, et puis le formuler souvent, et souvent, et souvent, et le partager. On verra tout à l'heure peut-être le faire co-signer. Alors, on a parlé de co-signature dans les films qu'on a vus, co-signer avec les étudiants, co-signer avec les professeurs, évidemment, et puis peut-être co-signer aussi avec les parents. Quelques paradoxes qui peut-être vont vous toucher un peu moins, mais que je trouve important de partager avec vous. Aujourd'hui, la compétition, c'est plus être le meilleur. C'est compliqué d'être le meilleur. La compétition, et c'est aussi ce qui fait qu'il y a de la place pour les startups, de la place pour les entreprises, c'est de faire bien ce que les autres ne savent pas faire. Et je pense que c'est le cœur de votre métier. C'est le cœur du choix que vous avez fait. J'aime bien aussi c'est Bernard Werber qui a dit ça récemment. Si vous ne pouvez pas battre vos concurrents, démodez-les. Je crois qu'on est au cœur de votre sujet aussi. Le sixième paradoxe, ne vendez pas vos produits à des gens qui ont besoin de vos produits. Pourtant, c'est ce que j'avais appris sur les bancs du marketing dans les années 80. Non, vendez vos produits à des gens qui pensent que vous pensez. C'est plus important d'engager des collaborateurs qui croient dans ce que vous croyez et qui ne viennent pas pour un chèque de paye simplement à la fin du mois. Parce que, de toute façon, vous ne les garderez que si vous partagez un projet, quel que soit le montant du chèque d'ailleurs à la fin du mois. Aujourd'hui, les jeunes générations ne restent plus que pour l'argent. C'était peut-être moins valable il y a une vingtaine d'années. On voulait faire carrière. On était content de trouver un job dans une grande entreprise comme L'Oréal, mais aujourd'hui, L'Oréal ne fait plus rêver de la même manière. Si L'Oréal ne pose pas un projet à court terme dans les pays où il est, je dis ça parce que j'ai rencontré la présidente de L'Oréal Allemagne qui m'a dit « L'Oréal, ça n'est pas une ADN, ça n'est pas un bien public, c'est juste un acteur ». Et elle a été obligée de reformuler le sens de L'Oréal et elle a réussi à fédérer, à inspirer, à influencer ses collaborateurs et à prendre du recul parce qu'elle avait posé le cadre, elle avait posé l'ADN. Donc c'est important effectivement de partager d'abord ce que vous pensez. Et puis le septième paradoxe, ça c'est pour vous dire que c'est devenu compliqué d'enseigner parce que pendant longtemps on a enseigné qu'il ne fallait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Aujourd'hui c'est l'inverse. Ne tuez pas l'ours avant d'avoir vendu sa peau. C'est-à-dire que ce qui est le plus important, c'est de trouver des gens pour acheter cette peau, c'est de trouver des clients. Tuer un ours, c'est plus compliqué. Ça n'est plus compliqué. C'est une commodité. Il existe. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir une usine pour produire. Vous pouvez sous-traiter. Les startups aujourd'hui l'ont bien compris. Elles sont capables de fabriquer des projets et de se tourner ensuite vers des grandes usines. Donc, ça n'est plus une difficulté de tuer l'ours. Ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est de rencontrer vos publics.
Un point encore que je trouve intéressant, si vous êtes fier de votre produit lorsque vous le lancez, c'est sans doute parce que vous le lancez trop tard. Je vous dis par là, lancez-vous le plus vite possible. N'attendez pas d'avoir un modèle parfait, parce que le modèle parfait, il ne vient plus jamais. Google nous dit, ma page d'accueil est une maquette bêta. Ça fait 20 ans que Google gagne 30 milliards par an, mais il est toujours en mode bêta, toujours en mode de remise en cause. Donc testez, essayez, n'attendez surtout pas, il faut vous lancer. Et j'ai rajouté un 8B parce que je trouvais que c'était important de mentionner cela. Un leader qui doute est un leader qui ne sait pas. Ça, c'était dans la génération de nos parents. Aujourd'hui, il est fortement permis de douter. Et donc, moi, j'incite très fortement mes équipes, effectivement, à être curieux, à s'ouvrir à cette notion de doute. L'échec fait partie du succès. Souvent, on a diabolisé l'échec. On a dit l'échec est l'inverse du succès. Non, l'échec doit être bien géré et fait partie. On l'a dit tout à l'heure, un licenciement fait partie est un acte normal de gestion. J'ai un point de vue très personnel sur le licenciement parce que j'estime qu'en licenciant la personne, on lui permet de se reconstruire dans un ailleurs où il sera peut-être plus à l'aise pour se construire. On le sort d'un système où il ne s'épanouit pas. Voilà. On ne le punit pas pour autant. Bien. Oui, effectivement. Je ne sais pas, qui connaît le mot sérendipité? Je sais que c'est un mot un peu violent. C'est un des plus beaux mots que nous offre le Web 2.0. En fait, sérendipité, c'est la découverte d'une chose qu'on ne cherchait pas. C'est le mythe des princes de Sérendip, donc de Ceylan. L'idée, c'est quoi? C'est que plus vous doutez, plus vous allez être curieux, plus vous allez vous ouvrir et vous allez faire venir à vous des choses que vous n'attendiez pas forcément. Des découvertes. 3 pistes de réflexion qui peuvent vous conduire à la sérendipité. Une veille sur les forums des parents. On m'a conseillé ça cette semaine. On m'a dit, tu sais, il se passe beaucoup de choses intéressantes sur les forums de parents. Je ne veux pas vous donner de leçons. Hein. Je témoigne juste de ce qu'on a bien voulu me partager. Des interfaces d'échange anonymes entre élèves et professeurs. Et essayer des choses inédites. Je reprends l'exemple d'Apple, pourquoi pas, mais apprendre avec beaucoup de recul. Le paradoxe numéro 9, donc... il y a un mot qui s'appelle jugad. Jugad, ça veut dire frugal. En Inde, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on essaye d'innover. Et ce livre sur l'innovation jugad est vraiment passionnant, parce qu'il montre que finalement, ce n'est pas forcément une question d'argent, l'innovation. Souvent, j'ai entendu dire, oui, mais dans l'enseignement, on hérite d'une équipe qu'on n'a pas engagée, on n'a aucun moyen pour les stimuler avec de l'argent. Moi, j'estime qu'il n'y a pas que l'argent. L'argent, c'est un sujet compliqué, donc je vais le laisser de côté. Mais il y a 2 autres formes de récompense. Vous les connaissez mieux que moi. La reconnaissance et puis faire grandir. C'est-à-dire former, permettre aux gens de se former. Vous allez me dire, oui, mais il faut aussi des budgets de formation pour ça. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet. Je dis qu'aujourd'hui, grâce au web et grâce aux médiations, ça n'est pas forcément un problème d'argent de se former. C'est juste un problème d'état d'esprit et de disponibilité. J'ai aussi entendu que vous disiez que la disponibilité, c'était vraiment un problème aujourd'hui. Et puis, pour reprendre un mot de l'anglais, on est passé effectivement du top-down, c'est-à-dire d'une marque qui communiquait vers ses publics de façon descendante, un petit peu comme vous savez, ce directeur qui a tenu pendant 33 ans dans une dictature où il imposait finalement de façon extrêmement descendante dans son autoritarisme. Aujourd'hui, on est rentré, c'est un peu le schéma de nos amis canadiens de tout à l'heure, on est rentré dans un schéma qui s'appelle le bottom-up, c'est-à-dire on part de la base, on part du consommateur, ça s'appelle user first, on part de la base et on remonte et on l'aide à remonter vers la marque. Alors pour ça, on utilise un tiers qui s'appelle le community manager. Donc, ce tiers va permettre de faire l'intermédiation.
il va sensibiliser les gens, il va faire en sorte que les gens aient envie de s'intéresser à notre message. Et effectivement, aujourd'hui, il y a certainement des relais, on l'a vu tout à l'heure, il y a certainement des passeurs qui peuvent faire ce travail de sensibiliser effectivement les classes et de leur permettre de s'intéresser à des nouveaux sujets. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut développer une idée, c'est un peu technique, c'est la courbe de diffusion d'une idée. Je veux juste vous dire que ce qui est important, c'est d'identifier à gauche les innovateurs, ceux qui sont ouverts à l'innovation, ceux qui sont les premiers à avoir envie d'adopter ces nouveaux processus, parce que la majorité des élèves ne s'intéressera vraiment à ces sujets que si les leaders d'opinion lui disent « c'est vraiment intéressant, je l'ai essayé, tu peux y aller ». C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui dans le monde du marketing. Quand on veut acheter un produit, quand on veut aller voir un film, on demande à 3 amis « est-ce que ce produit est bon? Est-ce que ce film est bon ?» Et c'est seulement à ce moment-là qu'on prend sa décision. Aujourd'hui, peut-être que dans votre monde, c'est aussi une façon d'identifier des leaders d'opinion. Alors, après ces 10 paradoxes, j'ai pris ce référent, je l'aime bien, parce que je trouve que, donc je vais vous le dire rapidement, l'objectif premier de l'éducation est évidemment de révéler à un petit homme sa qualité d'homme, de lui apprendre à participer à la construction de l'humanitude, et pour cela de l'inciter à devenir son propre créateur, à sortir de lui-même pour devenir un sujet qui choisit son devenir et non un objet qui subit sa fabrication. Et bien de la même façon, dans les entreprises 2.0, aujourd'hui, on essaie de faire des marques, des sujets et plus simplement des objets. Alors, quatre pistes de réflexion. Donc, valoriser les efforts fournis, les progrès personnels, les réalisations de chaque élève. Alors, on a parlé d'évaluation tout à l'heure dans le film québécois. Dans l'entreprise aujourd'hui, de plus en plus, on développe l'évaluation à 360 degrés. Vous la connaissez. On se fait évaluer par ses pairs, on se fait évaluer par ses supérieurs et puis par des publics extérieurs. Moi, je pratique l'auto-évaluation, c'est-à-dire que quand je fais passer un examen, je demande à l'étudiant de me donner sa note. Et je demande ensuite à la classe de donner la note qu'il attribue, et ensuite je donne ma propre note. Éduquer à la responsabilité en formulant des exigences afin de rendre à chaque élève autonome. Donc formuler un projet clair et accepté, est-ce qu'il ne faut pas le faire co-signer et le rappeler souvent, avec des mots simples, mais des mots justes et des mots qui vous appartiennent à vous. Pas des mots standards. On a trop souvent des mots trop standards qui passent au-dessus de la tête des gens. Préparer chaque élève à son rôle dans la société en proposant des repères qui lui permettent de développer sa personnalité et sa vie spirituelle. Apprendre à douter. Je pense que c'est très important. Apprendre à accueillir la sérendipité, apprendre le savoir-être. Aider chacun à s'épanouir, à s'accomplir, à construire son avenir, développer 2 qualités, donc la curiosité et l'honnêteté. Et je termine en disant qu'une entreprise aujourd'hui, on l'imagine tous, nous, entrepreneurs, comme un home. Alors c'est encore un mot d'anglais, je suis désolé, une maison, c'est-à-dire un lieu dans lequel les collaborateurs doivent se sentir en sécurité. Pas la sécu, mais en sécurité, en solidarité. Un lieu où ils se sentent protégés, un lieu où ils se sentent aimés, parce que l'ennemi, il est à l'extérieur. Parce que le danger est vraiment à l'extérieur. Et donc, je pense, on l'a vu dans les exemples qu'on a vus tout à l'heure dans les vidéos, je pense important de créer cet esprit de home, et vous le faites déjà très bien. Donc, j'ai pas de conseils à vous donner. Je peux vous dire que dans les entreprises qui réussissent, comme Michelin justement, c'est le cas. Donc on crée ce sentiment d'appartenance, de bienveillance, de sécurité, parce que c'est comme ça qu'on se sent en paix pour pouvoir affronter les difficultés qui sont à l'extérieur. Est-ce qu'on peut intégrer les parents? Moi, j'essaie partout où j'interviens, j'essaie de donner des cours aux parents, parce que je trouve que ça donne de la fierté aux enfants, de savoir, de partager avec leurs parents, finalement, ce qu'on leur enseigne. Et vous verriez effectivement les yeux briller. Et je pense que les parents, plutôt que de les mettre à l'extérieur, on a la possibilité de les mettre à l'intérieur souvent. Voilà. Et j'ai fini. Je vais répondre à 3 questions avant qu'on se quitte. Mais j'ai oublié effectivement un élément essentiel. J'en ai rapidement parlé au début. Ben oui, je pense qu'on ne peut pas réussir dans le 2.0 sans aimer sincèrement.
les gens. Et je pense que pendant longtemps, le marketing et les entreprises ont été un peu le diable. Vous savez, il y a 3 facteurs qui font que les jeunes ont eu pendant longtemps des difficultés à rentrer dans les entreprises. Les parents, les journalistes et les profs ont dit beaucoup de mal de l'entreprise et du monde capitaliste. Aujourd'hui, ce monde a vraiment fait sa mue. Je profite de cette tribune pour vous le redire, parce que le 2.0, c'est ça. C'est peut-être un monde... Je ne suis pas en train de faire de l'angélisme, je ne suis pas en train de dire qu'on est tous des bisounours et que Zuckerberg est un papa gâteux formidable. Je suis juste en train de dire que parmi ces entreprises, il y a des entrepreneurs, à vous de les discerner, qui sont vraiment mus par l'amour, quoi. Voilà. S'il me reste 2 secondes, je réponds rapidement, Marie-Colline, si vous êtes d'accord, aux 3 questions qui sont posées. Parlez-nous aussi du care après le home. Oui, le care, c'est la bienveillance. Le care, c'est ce qui vient avant le cure. Donc, pourriez-vous définir votre vision, conception du transhumanisme? L'humanisme post-technologique, c'est un humanisme. C'est une vie qui finalement est plus confortable parce qu'elle est assistée par un certain nombre d'appareils, comme les lunettes, qui sont une forme de transhumanisme, comme des appareils qui permettent d'alléger la pénibilité. Vous savez, quand vous tirez du goudron pour créer une autoroute, vous tirez un râteau, 80 kilos. Il y a 80 kilos à tirer pendant toute une journée pour étaler ce goudron. Aujourd'hui, il existe un exosquelette que l'ouvrier porte sur son dos et qui fait qu'il n'a plus qu'à tirer une force de 500 grammes. Les 79 kilos sont assurés par la machine. Voilà. Ça, c'est un exemple d'application, si vous voulez, des nouvelles technologies ramenées à un confort, ou à plus de confort, moins de pénibilité. Donc pour moi, un humanisme post-technologique, c'est un humanisme pour lequel la technologie nous aide à vivre plus confortablement des métiers qui étaient plus difficiles. Comment convertir au 2.0 plutôt que laisser de côté ceux qui ne suivent pas, en inspirant, en donnant envie par des exemples. Je m'arrête là, Marie-Caroline. Je vous recommande simplement quelques livres, mais vous les aurez sur le PowerPoint. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Et merci d'avoir accéléré votre conclusion. Un grand merci pour votre attention cet après-midi et pour la qualité des échanges que nous avons eus. Je remercie tous les intervenants et je vous donne rendez-vous demain matin à 8h30 pour une nouvelle demi-journée d'échange. Bonne soirée à tous. Merci. Merci.